J'ai trouvé les messages de ma petite amie à son ex. J'attends juste son héritage. Après, je suis à toi. Je n'ai rien dit. J'ai simulé un avis de faillite, je l'ai laissé sur mon bureau. Elle m'a quitté le lendemain. Ces appels paniqués ont commencé à l'instant où j'ai posté ma nouvelle maison sur Instagram. Moi, Antoine, 34 ans, j'ai toujours pensé que le moment de la découverte serait bruyant. Un cri, une assiette brisée, une porte claquée. Au lieu de cela, ce fut le silence. Totalement dévastateur. C'était un mardi. Je travaillais de chez moi, en synchronisant mes fichiers sur mes appareils, quand les messages d'Élise sont apparus sur la tablette partagée. Elle ne prenait jamais la peine de se déconnecter. Elle écrivait à Bastien, son ex, celui dont elle jurait qu'il était un chapitre toxique qu'elle avait refermé. Mon souffle s'est coupé. J'ai lu les derniers échanges, mon cœur se transformant en une pierre froide et lourde dans ma poitrine. J'avais l'impression d'être tombé sur une énigme tordue dont la réponse était évidente pour tout le monde sauf pour la personne qui la vivait. Bastien, il parle toujours de cet héritage. Il veut acheter une maison, nous offrir un avenir. C'est écœurant. Ne perds pas courage, chérie. Je ne peux plus attendre très longtemps. Je ne le ferai pas. J'attends juste son héritage. Après, je suis à toi. Promis. J'ai fermé la tablette. L'air dans notre appartement parisien, celui que je payais, est soudainement devenu mince et étranger. J'ai regardé autour de moi la vie que je pensais que nous construisions. Les photos encadrées de nous souriant en vacances. La stupide machine à café coûteuse qu'elle tenait absolument à avoir. Ce n'était qu'un décor, une scène pour sa performance. La colère que j'attendais n'est pas venue. Ce qui est venu était une clarté glaciale et absolue. Je n'avais pas affaire à une partenaire en proie au doute. J'avais affaire à une stratège, une prédatrice. L'hystérie m'a semblé être un gaspillage d'énergie. Elle avait un plan, donc j'en avais besoin d'un aussi. Pendant les 3 jours suivants, j'ai été le petit ami parfait. Je lui ai préparé le dîner. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Pendant tout ce temps, j'observais. La façon dont ses yeux se vidaient quand je parlais de l'avenir, le sourire rapide et caché sur son visage lorsqu'elle recevait un SMS. C'était une actrice, et je regardais soudain les coulisses. La trahison était si profonde. C'était presque fascinant. L'héritage était réel. Ma grand-mère était décédée 6 mois auparavant, me laissant une somme qui ne me rendait pas aussi riche qu'un Arnaud, mais qui était certainement assez importante pour enfin sortir du cycle de la location et acheter une petite maison en banlieue. J'avais été tellement excité de le dire à Élise, de partager cette base avec elle. Elle avait tapé des mains, les yeux écarquillés par ce que j'avais pris pour de la joie. Ce n'était que de la cupidité. Mon plan était simple, d'une simplicité trompeuse. Le vendredi matin, j'ai trouvé en ligne un modèle d'avis de faillite. Il avait l'air assez officiel. J'ai passé 20 minutes avec un stylo fin à remplir mon nom, à forger un numéro de dossier, à ajouter l'entête d'un cabinet d'avocats fictif. Je l'ai laissé sur mon bureau, partiellement glissé sous une pile de courriers, mais assez visible pour quiconque fouinait. Ce soir-là, je suis allé courir longuement. J'avais besoin que le monde soit juste mes pieds sur le trottoir et l'air dans mes poumons. Quand je suis revenu, l'appartement était étrangement silencieux. Elle était partie. Sur le comptoir de la cuisine, où nous avions l'habitude de nous laisser des notes, se trouvait un seul morceau de papier plié. Je suis tellement désolé. Je ne peux juste plus faire ça. L'instabilité financière est trop de pression pour moi. J'ai besoin d'être seul et de faire le point. Je te souhaite le meilleur. La rapidité de la chose a été la seule qui m'a vraiment blessé. Pas de dispute, pas de discussion, juste une sortie tactique nette. Maintenant que l'actif moi était soi-disant sans valeur, cela confirmait tout. Je me suis assis sur le sol de mon salon vide, sans pleurer, mais ressentant le vaste espace résonnant qu'elle avait laissé derrière elle. C'était la solitude la plus profonde que j'ai jamais ressentie. Pendant quelques semaines, je n'ai rien entendu. J'ai commencé le processus de démêler nos vies, emballant ses affaires dans des cartons. J'ai fait le deuil de la femme que je pensais qu'elle était. De l'avenir que je pensais que nous avions. Puis l'argent de ma grand-mère a été viré. La maison que j'avais regardée, le petit étroit où je l'avais imaginé se promener, était toujours sur le marché. Un modeste pavillon avec une véranda et un petit jardin envahi par la végétation.
Ce n'était plus notre maison. C'était mon sanctuaire. En tant qu'acheteur au comptant, j'ai pu accélérer la signature. Cela a tout de même pris un peu moins de 3 semaines à naviguer entre les inspections, les titres et la paperasse notariale. Mais dans le monde de l'immobilier, cela ressemblait à la vitesse de l'éclair. Hier soir, j'ai conduit jusqu'à ma nouvelle maison pour la première fois en tant que propriétaire. L'air sentait l'herbe coupée et les possibilités. J'ai pris une photo, juste moi assis sur la marche supérieure de la véranda, tenant une seule clé. La légende était simple. Nouveau départ. Je n'ai identifié personne. J'ai juste laissé cela flotter dans l'éther. Cela a pris 7 minutes. L'écran de mon téléphone s'est allumé. Élise, appel entrant. Je l'ai ignoré. Il s'est rallumé. Élise. Puis un SMS. Puis un autre appel. Puis un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. C'était Bastien. Mon téléphone a vibré sans cesse pendant l'heure suivante. Un déluge de messages paniqués, confus et de plus en plus en colère. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste assis sur ma véranda, j'ai bu une gorgée de bière et j'ai regardé le soleil se coucher sur ma nouvelle vie. La tempête était arrivée juste à l'heure. Mise à jour, les appels et les SMS n'ont pas cessé. Ils sont devenus une sorte de bruit de fond frénétique aux tâches du déménagement. J'ai sauvegardé les messages vocaux. Ils étaient, à leur manière, des chefs d'œuvre de manipulation. Élise a commencé par une confusion mielleuse. Salut, c'est moi. J'ai vu ton post. Une nouvelle maison. Je ne comprends rien à cet avis. Rappelle-moi. Je suis vraiment inquiète pour toi. Ceux de Bastien étaient moins subtils. Juste de la colère gutturale. Tu t'es joué d'elle, mec. C'est dégueulasse. Tu crois que tu peux mentir aux gens comme ça? Tu lui dois quelque chose. Rappelle-la et arrange les choses. Oh, elle. L'audace était à couper le souffle. Après 3 jours de cela, alors que je déballais des cartons dans mon nouveau salon, j'ai finalement répondu. C'était Élise. Oh mon Dieu, tu vas bien. Comment ça t'es-elle? Le soulagement dans sa voix était si faux que c'en était presque comique. J'étais tellement inquiète. J'ai vu cette lettre de faillite et puis tu as disparu et maintenant tu as une maison. Que se passe-t-il? J'ai gardé ma voix neutre, calme. Tu es partie, Élise. Je suis parti parce que j'avais peur. Je croyais que tu étais ruinée. Comment as-tu pu me mentir comme ça? Voilà. Le pivot, le gaslighting. J'étais maintenant le méchant pour avoir simulé un effondrement financier qui prouvait qu'elle était une croqueuse de diamants. Classique. La lettre que tu as laissée était assez claire, dis-je, ouvrant un carton avec un couteau. Tu as dit que tu avais besoin de stabilité financière. J'ai supposé que tu avais conclu qu'il n'y en avait pas à avoir avec moi, alors tu es parti. Fin de l'histoire. Il y eut une pause. Je pouvais entendre sa respiration, les rouages tournaient. Ce n'est pas juste, dit-elle finalement, sa voix passant de blessée à indignée. J'ai investi 2 ans de ma vie en toi. En nous. Je t'ai aidé. Nous avons regardé des maisons en ligne sur Se Loger pendant des mois. Je t'ai aidé à planifier. Tu as regardé sur Le Bon Coin, Élise. Ce n'est pas une contribution. Si, insista-t-elle, sa voix s'élevant. J'étais une partenaire de soutien. Cette maison, cet argent, j'ai droit à une part de cela. C'était censé être notre avenir. Tu n'as pas le droit de tout prendre pour toi. Le silence qui s'ensuivit était lourd. Je l'ai laissé traîner ces mots dans l'air. Je voulais m'en souvenir. Élise, dis-je, ma voix dangereusement calme. J'ai vu les messages à Bastien. Silence complet. Pas même un souffle pendant 10 secondes entières. Puis l'explosion, un torrent d'excuses. Ce n'était pas ce que ça semblait être. C'était juste un vieil ami. J'étais en train d'être insécure et de la repousser. Elle était juste confuse. Elle gardait ses options ouvertes parce que j'étais distant. Tu attendais mon héritage, déclarai-je. Ce n'était pas une accusation. C'était un fait. Ensuite, tu étais à lui. Elle a raccroché. 1 heure plus tard, les notifications ont commencé sur mon post Instagram.
Bastien, ce mec est un menteur et un manipulateur. Ne croyez rien de ce que vous voyez. Profite de la maison que tu lui as volée. Mes amis ont commencé à m'envoyer des SMS, confus. Est-ce que tout va bien? Je ne leur ai pas encore répondu. J'ai juste supprimé les commentaires de Bastien et les bloqué. Puis est venu le SMS d'Élise. L'escalade que j'attendais. J'ai failli rire en le lisant. Je parle à un avocat. Je vais te poursuivre pour ma part et pour la détresse émotionnelle que tu m'as causée en mentant. Tu auras de nouvelles de mon avocat. J'ai lu le SMS et pour la première fois, un vrai sourire a effleuré mes lèvres. C'était parfait. Elle était tellement aveuglée par sa propre cupidité. Elle ne pouvait pas voir le trou qu'elle était en train de creuser. J'ai passé le reste de la soirée à configurer mon nouveau Wi-Fi et à la retirer méthodiquement de chaque compte que nous partagions. Netflix, Spotify Premium, Amazon, un exorcisme numérique. Chaque clic de souris ressemblait à une petite victoire satisfaisante. La dernière chose que j'ai faite avant de me coucher a été d'appeler mon ancien propriétaire à propos de l'appartement. J'avais besoin de récupérer mon dépôt de garantie. La totalité des 2850 €. Mise à jour, l'enveloppe d'allure officielle est arrivée dans ma nouvelle boîte aux lettres. Elle l'avait fait. Élise avait déposé une plainte devant le tribunal de proximité contre moi pour 5000 €. J'ai lu le dossier debout dans ma cuisine ensoleillée. Le culot pur était presque admirable. La plainte répertoriait une compensation pour les services rendus en matière de planification financière et future et les dommages émotionnels résultant de pratiques trompeuses et manipulatrices. Elle encadrait mon petit test silencieux comme un stratagème malveillant pour la torturer émotionnellement. Mais ce n'était pas le seul problème. Mon ancien propriétaire m'avait rappelé, la voix pleine d'excuses. Les 2850 € du dépôt de garantie avaient déjà été versés à Élise. Son nom étant toujours sur le bail quand il a pris fin, elle s'était rendue au bureau de gestion le lendemain de mon déménagement, avait affirmé que j'avais accepté de la laisser s'en occuper et avait signé les documents. Le propriétaire a dit que c'était désormais une affaire civile entre elle et moi. Bien sûr que ça l'était. Ma douleur s'était maintenant complètement solidifiée en objectif. Il ne s'agissait plus seulement d'un cœur brisé. Il s'agissait de tenir les gens responsables de leurs actes. Ma réponse fut méthodique. Premièrement, l'action en justice de proximité. Je n'avais pas besoin d'un avocat. La vérité était ma meilleure arme. J'ai commencé un dossier. Dedans sont allées une impression de sa note de rupture, puis des impressions des SMS entre elle et Bastien. J'ai surligné les phrases clés. J'attends juste son héritage. J'ai besoin de stabilité financière. Le récit était clair et j'étais simplement l'éditeur. Deuxièmement, le dépôt de garantie. J'ai rédigé une lettre de mise en demeure formelle. Elle était polie, professionnelle et absolument inflexible. Elle citait la clause exacte de notre bail concernant la restitution des dépôts et stipulait qu'elle avait 14 jours pour me restituer les 2850 € complets par chèque certifié avant que je ne dépose une autre plainte de proximité contre elle pour vol. Je l'ai envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et lui ai envoyé un courriel pour faire bonne mesure. La vraie confrontation est venue de nulle part. Je quittais mon immeuble de bureau du centre-ville quand j'ai entendu mon prénom être crié. C'était Bastien qui courait vers moi à travers la place, son visage un masque de fureur moralisatrice. « Il faut qu'on parle », dit-il, se plaçant juste dans mon espace personnel. Il était plus grand que moi. Un acte d'intimidation intentionnel. « Nous n'avons rien à nous dire », dis-je, sans reculer. « Tu vas arranger ça avec Élise. Tu l'as humiliée. Tu es un psycho. Tu sais ça, jouer à des jeux comme ça. Le seul jeu, dis-je calmement, était celui qu'elle jouait avec moi pour de l'argent. Il ricana. Elle a investi des années en toi. Tu lui dois quelque chose. La seule chose que quiconque doive, dis-je, le regardant droit dans les yeux, c'est mes 2850 € de dépôt de garantie, ceux que mon ex a volés. Un sourire narquois joua sur ses lèvres. Il se pencha, sa voix basse et moqueuse. Elle a dit que tu lui avais dit qu'elle pouvait l'avoir pour ses ennuis. Qui penses-tu qu'un propriétaire va croire? Sa réponse m'a tout dit. Il n'était pas seulement au courant. Il en était fier. Ils avaient coordonné leur histoire. Merci, Bastien, dis-je, une note de gratitude authentique dans ma voix. C'est une perspective très intéressante. Je me suis tourné et suis parti, le laissant là, confus par mon manque de rage.
Au moment où je suis arrivé à ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et tapé un courriel à moi-même documentant la conversation, ces mots, la date et l'heure. Bastien a affirmé qu'Élise lui avait dit que j'avais accepté de la laisser avoir le dépôt. Coordination claire, une histoire fabriquée. C'était une autre belle petite pièce de mon dossier. La chute sociale fut plus compliquée. Élise avait été occupée à raconter son histoire, et moi, l'auteur de tout ce gâchis, était dépeint comme le méchant. J'ai entendu dire qu'elle disait à tout le monde que j'avais fait une crise de nerfs, simulé une faillite pour la contrôler, puis l'avait mise à la porte. Certaines personnes l'ont cru. Mon téléphone est devenu plus silencieux. Ça m'a piqué. Je ne vais pas mentir. Être réécrit si complètement comme le méchant de sa propre histoire est une sorte de douleur unique. Mais j'ai fait confiance au processus. La vérité a une façon de se manifester. Il faut juste être patient. Mise à jour finale. Le jour de l'audience devant le tribunal de proximité a semblé étrangement calme. C'était une salle stérile et peu impressionnante avec un éclairage fluorescent et des chaises usées. Élise et Bastien étaient déjà là, assis ensemble, chuchotant. Élise était vêtue de manière professionnelle comme une femme sur le point d'être profondément lésée. Bastien avait juste l'air voyou, les bras croisés, me fusillant du regard. Il pensait qu'ils étaient dans un épisode d'une série judiciaire où l'argument le plus émotionnel gagne. Élise a commencé. Elle a fait un discours larmoyant et passionné sur ma tromperie et le bilan psychologique que cela lui avait coûté. Elle a parlé de l'avenir que je lui avais volé. C'était une performance convaincante. Puis ce fut mon tour. Je n'ai pas fait de discours. J'ai juste présenté mes preuves. J'ai guidé la juge étape par étape. Pièce A, dis-je, plaçant l'impression de sa note de rupture sur le banc de la juge. Les propres mots d'Élise déclarant qu'elle partait en raison de l'instabilité financière. Le jour après qu'elle ait cru que j'étais en faillite. Pièce B, continuez-je, sont des messages SMS entre Élise et Monsieur Dubois-Bastien de la semaine précédente. J'en ai lu un à voix haute dans la pièce silencieuse. J'attends juste son héritage. Après, je suis à toi. La juge, une femme d'une soixantaine d'années sans fioriture, leva lentement les yeux du papier et regarda Élise. Pour la première fois, le sang-froid d'Élise s'est fissuré. Et pièce C, dis-je, est un calendrier montrant qu'Élise a quitté mon appartement le 10 mai, et l'héritage en question n'a été viré sur mon compte bancaire que début juin, des semaines plus tard. La juge n'a pas eu besoin de beaucoup plus. Elle a rejeté l'affaire d'Élise avec préjudice, sa voix tranchante. Mademoiselle Dubois, dit-elle, votre plainte n'est pas seulement sans fondement, elle est audacieuse. Chercher à obtenir une compensation pour un partenariat que vous aviez clairement l'intention d'escroquer est un abus du temps de ce tribunal. Puis elle s'est tournée vers ma contre-plainte pour le dépôt de garantie. Élise a répété le mensonge, affirmant que je lui avais dit qu'elle pouvait l'avoir. La juge a regardé Bastien. Monsieur Dubois, étiez-vous au courant de cet arrangement? Bastien, essayant d'avoir l'air serviable, a hoché la tête. Ouais, elle m'a dit qu'il a dit qu'elle pouvait l'avoir. La juge s'est penchée en avant. Donc, votre témoignage est que vous saviez qu'elle prenait la totalité du dépôt sur la base d'un accord verbal. Ouais, dit-il, bombant le torse. J'ai ensuite été autorisé à témoigner de ma conversation avec lui devant mon bureau, présentant mes notes horodatées. J'ai expliqué comment il avait essayé de m'intimider et m'avait dit avec suffisance leur histoire. La contradiction entre sa confiance agressive avec moi et son acte de petit ami serviable au tribunal était flagrante. La juge l'a vu instantanément. Le mensonge était devenu plus dommageable que la vérité n'aurait jamais pu l'être pour eux. Elle a statué en ma faveur, ordonnant à Élise de me payer la totalité des 2 950 € plus mes frais de justice. À l'extérieur de la salle d'audience, leurs chuchotements étouffés ont éclaté en une dispute furieuse et sifflante. Le front uni s'était effondré en un blâme amer. L'histoire de ce qui s'était passé dans cette salle d'audience s'est répandue plus vite que les mensonges d'Élise ne l'avaient jamais fait. Les amis mutuels qui s'étaient éloignés ont envoyé des SMS maladroits et d'excuses. Mec, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée. J'ai juste répondu, pas de souci. Je n'avais plus l'énergie pour rien de plus. Leur validation n'était pas le prix. Une semaine plus tard, j'ai entendu dire par la rumeur que le drame public, associé à l'attitude agressive de Bastien, lui avait causé des problèmes à son travail. Il travaillait dans la vente, où la réputation est primordiale. Apparemment,
son entreprise n'était pas ravie qu'il profère des menaces dans le hall d'un immeuble de clients. La sécurité de mon employeur lui avait officiellement interdit l'accès aux locaux après l'incident. La dernière communication que j'ai reçue a été un seul SMS d'Élise quelques jours après que le chèque du jugement soit arrivé par la poste. J'espère que tu es heureux dans ta stupide maison tout seul. Tu as ruiné ma vie. Je n'ai ressenti ni colère. Je n'ai ressenti aucune joie. J'ai juste ressenti le néant. C'était un message d'un fantôme. Je l'ai supprimé, j'ai bloqué son numéro et je suis sorti dans mon jardin. Cela fait quelques mois maintenant. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux n'est plus vide. Il est rempli du chant des oiseaux le matin et du bourdonnement tranquille de ma propre vie. J'ai planté un jardin. J'ai renoué avec les amis qui comptaient. La cicatrice de la trahison est toujours là. Je pense qu'une petite partie d'elle le sera toujours, mais elle ne me fait plus mal. Je n'avais pas besoin qu'ils fassent face à une grande chute cinématographique. J'avais juste besoin qu'ils fassent face aux conséquences naturelles et banales de leur propre choix. Ce n'étaient pas des maîtres méchants. C'étaient juste des gens avides et égocentriques. Tellement sûrs de leur propre ruse qu'ils n'ont jamais vu le piège simple et évident qu'ils se tendaient à eux-mêmes. La meilleure vengeance, j'ai appris, n'est pas bruyante. C'est la satisfaction tranquille de construire une meilleure vie sur les cendres d'une fosse. C'est s'asseoir sur sa propre véranda dans une maison que l'on a gagnée en sachant que l'on a géré le pire avec un cœur calme et un esprit clair. Ils n'ont pas ruiné ma vie. Ils ont juste dégagé la voie pour que ma vraie vie commence.